la maison où le roi Bianzin a séjourné avant sa mort. Blida est une ville qui a marqué une partie de l'histoire glorieuse de la résistance africaine à la colonisation française. En effet, après 4 années de lutte inégale avec le corps expéditionnaire français, le roi Bianzin, qui a refusé de capituler, est alors déporté en Martinique, puis transféré à Blida dans une résidence du vieux quartier de Douérat, où il meurt le 10 décembre 1906 suite à une pneumonie. Afin d'accélérer la réalisation des projets, le président Boni Yayi s'est rendu à Djeddah pour faire la revue de portefeuille des projets et programmes d'investissement financiers par la BID. Ce portefeuille d'un montant de 138 milliards de francs CFA concerne 7 domaines: l'éducation, la santé, l'agriculture, les routes, l'énergie, l'eau et les microcrédits. Le président Mohamed Yayi a été très sensible à la visite du chef de l'État qui, en fait, n'avait que pour objectif de réchauffer les relations pour que le soutien pour le financement de nos infrastructures et de nos projets soit un soutien continu. Alors, c'était l'occasion pour lui également de mettre l'accent sur les priorités absolues que nous avons en ce moment. Alors, la première des priorités, c'est d'abord l'électricité. Vous savez, le président Yayi Boni a dit que le Bénin est encore dans le noir, un peu comme toute l'Afrique. Et le président Mohamed Ali a rappelé que le conseil des directeurs exécutifs a déjà marqué son accord pour un projet de 106 milliards pour produire en cofinancement avec la BOAD pour construire une centrale thermique de 120 MW. Alors, il a mis l'accent surtout sur la célérité de l'opération. Parce qu'il dit, voilà, on a déjà fait les annonces, nous avons déjà envoyé à l'Assemblée pour l'autorisation de ratification, mais que faire pour que dans les meilleurs délais, on puisse faire les avis de préqualification et ensuite lancer l'appel d'offres. Son souhait, c'est qu'on puisse construire cette centrale, que le démarrage avant la fin de l'année. La première phase, c'est 120 MW. Le président Ali, avec toute son équipe, nous ont assuré de leur soutien et ils vont accélérer les procédures pour que nous puissions effectivement démarrer cette centrale. Donc voilà la première priorité. La deuxième priorité, c'est celle des routes. Le président de la République a redit encore la haute priorité que constituent les routes pour notre pays. Il a mis l'accent sur l'axe cotonnier, c'est-à-dire Djougou, Kérou, Banikwara, longue de 212 km et pour un montant d'environ 160 milliards. La BID a reconnu que le montant est élevé, que nous devons séquencer en plusieurs tronçons et qu'elle ira en partenariat avec la BAD. Le chef de l'État ayant déjà fait une visite en Côte d'Ivoire la semaine dernière, a eu l'appui de la BAD. Donc la BAD et la BID, avec un certain nombre de fonds arabes, ils vont syndicaliser ce financement et pouvoir financer ces taxes importantes, surtout lorsqu'il s'agit de coton, de transport de coton, et puis désenclaver complètement cette zone. Et donc on peut se réjouir du fait qu'on a eu des engagements et le soutien ferme du président Mohamed Ali, de toute son équipe. Le deuxième axe sur lequel l'accent a été mis, c'est la route du pays Agolé. Vous savez, cette zone également a besoin d'avoir des routes dignes de ce nom. Et enfin, l'axe Adja, où jusqu'à présent, dans le Mono, le Kofo, il n'y a pas eu un seul kilomètre de bitume. Et donc le gouvernement est très sensible à cela. Et nous cherchons. Quand nous n'avons pas les ressources, on est obligé d'aller voir nos amis. Et le président Mohamed Ali est l'un des plus grands amis du Bénin. Et donc on a eu son adhésion. Évidemment, dans une première phase, ce sera d'abord le premier axe et le reste viendra par la suite. La troisième haute priorité que le chef de l'État a eu, où il a mis l'accent, c'est surtout le programme intégré d'appui à la microfinance. Vous savez, ce programme, la BID est la première institution à nous appuyer, avec 5 milliards. La première phase est terminée. Nous avons introduit une requête pour à peu près 75 millions de dollars, c'est-à-dire environ 38 milliards. La BID va faire le financement, mais pour 2015, nous devons recevoir à peu près 20 milliards, c'est-à-dire 2 millions de financement de dollars en taux concessionnel, le reste avec un taux de moins de 3%. Alors, ce crédit, ce financement, ce projet, tient à cœur au chef de l'État. Parce que, ça a un impact direct sur la pauvreté. Vous savez, quand les bonnes dames, qu'on a relevé de 1 200 000 1 800 000,
quand elles bénéficient de ce crédit, elles arrivent à produire avec leur petite production, leur petit commerce, et il y a un peu plus de paix dans la foyer. Donc si nous voulons lutter contre la pauvreté, la paix dans les ménages, microcrédit aux plus pauvres. Donc le président Mohamed Ali a reconnu que notre pays est un laboratoire en la matière, puisque chaque fois que nous nous réunissons, il demande aux gens d'aller voir l'expérience du Bénin. C'est une expérience réussie. Et donc le financement de 708 milliards se feront en 2 étapes. Pour 2015, à peu près 20 milliards, et la suite va suivre. Et donc on peut se réjouir du fait de cet appui que nous avons de la BID. Le dernier dossier, c'est le WACS. Le WACS, c'est un fonds de solidarité qui construit, et avec les loyers qui sont payés, on amortit le bâtiment. Donc, là où nous avons les 2 tours, le WACS veut faire encore 2 tours. Et donc ce dossier doit passer au conseil d'administration d'ici la fin du mois d'avril. Et on peut se réjouir du fait que toutes les dispositions seront prises pour que les fondations interviennent très tôt. Beaucoup de pays, au nombre de 12, recherchent le même projet. Mais le Bénin a été sélectionné et représente un pays phare pour la réalisation de ce projet qui relève de la solidarité des 57 pays de la BID. Alors, au-delà de ces programmes, nous devons retenir que la BID soutient le Bénin, les efforts qui sont fournis, aussi bien la croissance soutenue, aussi bien la lutte pour le taux d'inflation, l'endettement, et brièvement, nous savons que la BID a réitéré son engagement, et ces visites du chef de l'État sont des visites qui permettent de réchauffer les relations et de redire à nos partenaires combien nous sommes désireux d'aller vers l'émergence, que nous avons besoin de leur appui pour lutter contre la pauvreté et atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Le haut commandement militaire, une délégation de la société Fluidor et une autre du Fonds cohésien pour le développement au cabinet du chef de l'État, les différentes délégations sont allées exprimer au président Boni Yayi leurs préoccupations. Et de quelles préoccupations s'agit-il? Voici la réponse avec Henri Ziota. C'est sur invitation du chef de l'État que la délégation du Fonds cohésien est arrivée au Bénin. Le président Boni Yayi, qui entend accélérer la marche du Bénin vers l'atteinte des OMD en matière de santé, a soumis au Fonds cohésien pour le développement économique arabe un projet de construction d'infrastructures sanitaires au profit des populations de Tchaoro, la plus vaste commune du Bénin, ne disposant pas jusque-là d'hôpital de zone. Venue explorer le terrain, la délégation cohésienne a fait un tour au cabinet du chef de l'État pour lui rendre compte de sa mission exploratoire. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore au Bénin pour un séjour plus long que par le passé, puisqu'il y a 5 ans, nous étions déjà au Bénin. Et c'est à la demande du chef de l'État, le président de la République, que nous nous sommes rendus une fois encore au Bénin pour le financement d'un projet spécialement dans le domaine de la santé, puisqu'il s'agit de la construction et de l'aménagement d'hôpitaux de zone, plus précisément dans la commune de Tchaoro. Ici, donc, 6 hôpitaux ou centres communaux seront construits et nous nous sommes rendus sur les sites, les divers sites qui devraient abriter donc les 10 équipements, les 10 infrastructures, avec notre collègue du ministère de la Santé du Bénin. Et la visite des sites et les travaux précédents qui ont été réalisés nous ont rassuré que les travaux à réaliser constituent des infrastructures importantes pour non seulement les populations, mais pour toute la commune et pour le pays. Et nous avons apprécié les efforts de développement qui sont réalisés jusque-là, avec l'assistance de nos collègues du ministère de la Santé du Bénin. Et nous pensons que notre présence doit pouvoir les aider, les booster dans leurs compétences déjà avérées dans le domaine, puisque en 2 semaines, nous avons pu apprendre le travail qui a été fait par eux avant que nous arrivions. Et le chef de l'État qui nous a reçus nous a encouragé à accélérer les travaux, à parvenir à une concrétisation assez rapide pour que nous puissions aboutir à la satisfaction des besoins des populations, puisque cela fait partie de son leitmotiv de tous les jours. Nous voulons donc remercier le chef de l'État pour cet accueil chaleureux qui nous a été fait et pour tout ce qui a entouré notre séjour au Bénin. Et nous vous assurons, nous l'avons assuré, que tout sera fait, tout sera mis en œuvre pour que le plus rapidement possible nous puissions revenir pour le démarrage des travaux de façon effective. Faute de contrôle sur la matière première que sont les graines de coton, la société Fluidor lancée en 1998 reste incomplète
Pour le PDG de la société, le projet de zonage envisagé par le chef de l'État est une aubaine et la délégation de Fluidor est venue dire sa disponibilité à accompagner le projet et par voie de conséquence avoir la maîtrise de la matière première pour son usine. Quand en 1998, notre président, M. Vink, était venu rencontrer le président Kérékou pour lancer le projet Fluidor, ce projet Fluidor est incomplet aussi longtemps que nous ne pourrons pas maîtriser la matière première, c'est-à-dire la graine de coton. Et pour cela, la seule méthode, c'est le zonage. Et nous souhaitons donc obtenir une zone où nous pourrons encadrer les producteurs de façon à ce qu'ils améliorent leur rendement, améliorent la production et puissent fournir à l'industrie béninoise du coton et in fine à nous-mêmes la matière première dont nous avons besoin. Donc ça veut dire que nous allons proposer un projet au président de la République qui ira en Conseil des ministres sur l'encadrement de producteurs dans une zone du nord du Bénin où nous pourrons démontrer que le zonage que le président de la République promeut maintenant est la meilleure façon de faire que ce pays qui jusqu'ici produisait entre 200 et 300 000 tonnes de coton tous les ans arrive à en produire 500 à 600 000 tonnes pour le bien du pays lui-même et de tous les producteurs qui auront ainsi un revenu bien supérieur. Mais avant, c'est le haut commandement militaire qui a été reçu par le chef suprême des armées, le président Boni Yayi, rien à filtrer, des confidences. Bientôt, un nouveau tournant dans l'égrenage du coton au Bénin. On annonce une réforme dénommée zonage. Et pour mieux cerner les contours de cette innovation, je reçois pour vous M. Roland Ribou. Il est le président directeur général de la société Fluidor Bénin. M. Ribou, bonsoir. Bonsoir. Le zonage, qu'est-ce que c'est? Le zonage, ça consiste à ce que une usine d'égrenage, un égreneur, encadre un ensemble de producteurs dans une zone particulière et promeuvent ainsi la meilleure production, le meilleur rendement dans cette zone. C'est un système qui a été employé dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale pendant de nombreuses années et qui a été abandonné au profit d'un système que j'appelle la gestion par fonction que nous avons connu dans notre pays et qui malheureusement a abouti à une baisse petit à petit de la production de coton au Bénin. Nous souhaitons revenir à un système dans lequel il y aurait un opérateur privé qui pourrait encadrer les producteurs, leur fournir les intrants, leur fournir toute la matière nécessaire pour qu'ils puissent produire correctement, les suivre pendant tous leurs itinéraires techniques, pendant toute la période où ils sont en train de produire leur coton, ramasse le coton et ensuite les graines le fasse égrener. Alors bien entendu, cette zone qui comprendra en principe, si le Conseil des ministres l'approuve, si le chef de l'État nous suit, comprendrait 4 communes qui sont les communes de Banikwara, Kérou, Kandi et Gougounou. Nous encadrerions les producteurs dans ces zones-là et puis petit à petit nous installerions des unités. La première unité on installerait probablement immédiatement à Kérou et nous pourrions ainsi démontrer que le système du zonage est un système très valable pour le pays et nous pourrions ainsi sortir de ce système où pour l'instant nous avons seulement, je le disais ce matin, 200 à 300 000 tonnes tous les ans de production de coton, passer à une production de 500 à 600 000 tonnes sur un rendement qui sera amélioré. Le rendement peut passer facilement de 1 tonne à 1 tonne 2, 1 tonne 3, 1 tonne 4 dans cette partie du pays, simplement en améliorant la façon dont les intrants sont reçus, les intrants sont sélectionnés et la façon dont ils sont ensuite épandus par les producteurs. Et ça, je pense que nous savons le faire. Nous appartenons à un groupe qui est très important. Vous avez vu les images de ce matin. Notre président, M. Vink, est très intéressé par le développement. Nous sommes au Nigeria. Nous avons là-bas 7000 employés, un chiffre d'affaires de l'ordre du milliard de dollars, des investissements de l'ordre du milliard de dollars aussi. Nous sommes dans l'égrenage déjà, nous sommes aussi dans le sésame, dans la rizerie. C'est ça. Voilà pour ce qui est de votre groupe. Mais dites-nous, M. Ribou, l'expérience avec l'irruption du privé dans le secteur de l'or blanc n'a pas été toujours agréable au Bénin. On pourrait avoir des craintes. Oui, tout à fait. Bon, vous touchez là un sujet un peu sensible. Nous sommes des professionnels. Nous sommes là véritablement pour aider les producteurs. Nous avons une expérience. Nous ne sommes là pas là pour gagner un argent rapide. Nous sommes là véritablement pour le long terme. Je suis arrivé dans ce pays en 1996. Depuis 1996, nous avons lancé successivement donc la production d'huile à partir de graines de coton, puis de soja. Nous nous sommes lancés
lorsque le président Yebouni est arrivé, nous sommes lancés dans le karité. Nous produisons actuellement 10-12 000 tonnes de beurre de karité qualité industrielle. Nous sommes en train de lancer actuellement un projet sur la noix de cajou. Nous sommes là pour le long terme, nous ne sommes pas là pour un profit rapide. Nous sommes persuadés qu'en tant que privé, nous saurons faire des choses qui plairont au pays et qui permettront, je le répète, de doubler pratiquement la production de ce pays en matière de coton. C'est ça. Toutefois, jusque-là, vous êtes ce qu'on appelle triturateur, c'est bien ça, puisque vous partez des graines de coton pour produire de l'huile. Là, véritablement, qu'est-ce qui justifie soudainement votre appétit pour l'égrenage? Oh, c'est pas soudain. C'est pas soudain. Depuis que nous avons démarré la production en l'an 2000, nous avons toujours un manque de matières premières. Par conséquent, depuis l'an 2000, en fait, moi je suis l'avocat, notre groupe, et moi en particulier, l'avocat de l'implantation du zonage dans ce pays. Et maintenant que je pense qu'on a fait toutes les expériences qui n'ont pas vraiment complètement réussi, nous allons pouvoir faire une expérience qui va réussir. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas des pionniers dans cette matière. Ça s'est fait déjà en Côte d'Ivoire avec le groupe Ivoire Coton qui réussit très bien. Ça se fait actuellement au Burkina, où le zonage marche également. Donc, oui, mais dites-nous, Monsieur Ribou, pour une expérience, est-ce bien prudent que vous commenciez par le bassin cotonnier même? Il aurait été agréable que vous commenciez par une zone à faible production pour que, à la phase de généralisation, après la phase pilote, on puisse aller vers le bassin cotonnier. On pourrait craindre que vous preniez en otage la filière, puisque vous saisissez directement les 4 grandes communes. Oui, bon. Les 4 grandes communes, pour l'instant, ces 4 grandes communes font 140 000 tonnes l'année dernière. Donc, ce n'est pas quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais je pense ce n'est pas petit, à côté des 300 et quelques mille tonnes, c'est tout au moins la moitié. Oui, actuellement, oui, c'est vrai, oui. Eh bien, si nous réussissons, nous arriverons à faire 300 000 tonnes, seulement dans cette zone, et à ce moment-là, le reste du pays pourra suivre. Je pense que c'est un bon système de prendre des gens qui sont déjà bien dans ce système, qui ne demandent qu'une chose, être bien encadrés pour produire davantage. Ce que nous voulons faire, c'est avoir un meilleur impact. Puisque vous parlez de réussite, dites-nous quel est le mécanisme que vous comptez mettre en place véritablement pour que ce ne soit pas une expérience amère? C'est très simple. Il suffit d'acheter les intrants à temps, oui, c'est-à-dire en novembre-décembre, et non pas 2-3 mois après, comme ça se passe souvent, de les mettre en place à temps, d'avoir des équipes qui vont pouvoir encadrer les producteurs, leur rendre les bonnes pratiques culturelles qu'ils avaient auparavant, et puis à ce moment-là, les payer à temps lorsque la saison s'achève, lorsqu'ils doivent vendre leur coton. C'est un des problèmes aussi. Les producteurs ne sont pas sûrs de bien payer. Nous avons un track record, je dirais en anglais. Depuis toutes ces années, nous avons toujours payé nos dettes, nous avons toujours payé tout le monde, donc nous sommes connus dans tout le pays pour avoir cette réputation. Donc je pense que nous serons suivis par les producteurs, et je pense que c'était une bonne idée, au contraire, d'aller vers une zone où l'impact de notre efficacité sera le meilleur. Alors pour finir, dites-nous quel rapport allez-vous développer avec les autres acteurs qui avaient déjà, pas le monopole, mais l'expérience dans le domaine et qui sont sur le terrain? Vous avez bien parlé de monopole, ce n'était pas une mauvaise idée de dire cela. Eh bien écoutez, c'est très simple, nous allons leur vendre notre production aussi longtemps que nous-mêmes n'aurons pas déjà des unités, et comme de toute façon je pense que le système sera développé sur d'autres régions, la production du pays va augmenter et tout le monde sera content. Actuellement, les gens dont vous parliez qui avaient le monopole, comme vous dites, arrivaient à utiliser leurs usines à tiers de la capacité. Lorsque nous serons en production et lorsque nous pourrons démontrer que ça marche et que les autres parties du pays pourront avoir également un système de zonage, la production va être multipliée et tout le monde sera content, je pense. Monsieur Ribou, merci bien. Je vous en prie. Merci. Le Bénin à la recherche d'une nouvelle cartographie de base numérique, une préoccupation utile à la préservation et au développement des forêts galeries. À cette fin, Rachidat Biomama a assisté au vol inaugural de prise de vue aérienne. Direction Aéroport international Bernadette Cardinal Gantine de Cotonou pour l'expérimentation. Ce premier vol inaugural de prise de vue aérienne marque le démarrage de la cartographie numérique au Bénin. Cette révolution de l'analogie vers le numérique lui permettra de renouveler l'ancienne génération de cartes qui date des années 60 pour mettre à disposition des cartes topographiques détaillées de grande précision pour plusieurs applications. Une innovation utile à plus d'un titre. Un outil qui va servir à tout le monde. Cet outil va permettre de mieux faire ce que nous appelons l'aménagement du territoire. Le positionnement des différentes infrastructures
Ça va aider également à réaliser plus tard les limites territoriales. Avant, on avait des cartes, des supports, là, il faut les plier, il faut faire. Maintenant, ça va être numérique. Ce sera sur Internet, c'est disponible. Les étudiants, les universitaires qui ont besoin de données, c'est facile. D'un montant global d'environ 5,4 milliards francs CFA, ce programme du gouvernement est le fruit d'une collaboration avec l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement. Et après le premier vol inaugural, le résultat semble satisfaisant. Ils nous ont fait une démonstration de comment ils font la captation de vue avec une caméra qui est surpuissante et qui effectivement permettra donc d'aller dans les moindres détails. Très contente que nous puissions arriver à cette étape. C'était attendu. Je voudrais vraiment très sincèrement remercier l'Union européenne pour avoir accepté et appuyé le Bénin dans cet exercice et d'avoir associé le PNUD. Ils m'ont montré comment fonctionne le système de prise de vues aériennes. Et j'ai eu le temps de constater, de voir comment avec précision, les pistes, les arbres, parce que c'est ça aussi que je cherche à voir, les différents plans. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que nous allons avoir une bonne vue de tout le territoire. Par ailleurs, prise en compte techniquement par la firme Hygiène France Internationale IMAO, il est prévu qu'au bout de 3 mois de formation, les nationaux prennent le relais. L'association Action Solidarité Partage en Assemblée Générale, ce mouvement humanitaire s'est réuni à Cotonou pour évaluer ses actions et s'assigner de nouveaux défis. Ses membres ont saisi l'occasion pour faire un don d'équipement à l'OMEL, c'est l'hôpital de la mère et de l'enfant. Voici le reportage. L'entraide est sa raison d'être. L'ASP est née pour réduire les inégalités sociales. Elle se définit à juste titre comme Action, Solidarité et Partage. À sa 6e Assemblée Générale, l'ASP revisite quelques-unes de ses actions humanitaires. Je me dois de vous rappeler que l'Action Solidarité Partage a procédé à une remise de dons aux orphelinats de Djakotome, Togo et de Ouida. Elle s'est rendue à l'orphelinat Espoir 2000 où des vivres et une enveloppe financière ont été offerts aux enfants. L'ASP, c'est aussi un réseau de citoyens épris de justice et d'équité. Un réseau qui place ses actions sous la protection divine. On mettra Dieu devant toute chose. Qu'il nous aide et qu'il continue à nous aider pour que la compréhension règne entre nous et qu'on soit unis. Jusqu'à laisser ASP à nos enfants, à nos petits-enfants. Parce que c'est une vision, ASP, comme je vous ai dit, c'est une vision. Une vision, mais aussi des actions. À l'hôpital de la mère et de l'enfant, par exemple, l'association offre des équipements. Cette action que vous venez de faire entre dans la droite ligne avec le concept « Tous les jours pour équiper les hôpitaux ». Un concept cher au ministre de la Santé. L'ASP est née en 2008 sur initiative de Clovis Agossou, président d'honneur de l'association. Elle s'illustre aussi dans la mobilisation de l'épargne. Point de doute, il s'agit d'un outil de développement à la base. Elles ont été victimes de violences et d'exploitation. Elles ont été récupérées et conduites au siège des Sœurs Salésiennes à Cotonou. Il s'agit de 5 filles sauvées de justesse par l'Office central de protection des mineurs. Florine Zunji a tendu le micro au responsable de cette structure qui vous lance un appel, oui, vous qui pourrez les reconnaître, afin qu'elles puissent regagner leur famille d'origine. Nous accueillons les filles victimes de diverses sortes de violences de l'Office central de protection des mineurs. Après une écoute, nous effectuons une enquête sociale au domicile des tuteurs de ces filles afin d'identifier les parents et de chercher une famille favorable à leur réintégration. Nous avons des filles dont nous n'avons pas pu déterminer les parents. Il s'agit des filles suivantes. Adidé Clarisse, âgée de 8 ans environ, elle affirme qu'elle a quitté Calavi et que son père s'appelle Papa Feli et sa maman, Maman Ella. Gogo non Abla. Orpheline de père, elle serait de Faton Djihwe, quartier Koyohwe. Sa mère s'appelle Jeannette et son père Nathan. Elle fréquentait l'école Koyohwe. Bosse Sherifa, âgée de 7 ans,
Elle ignore le nom de son père et le nom de sa mère. Davide Gloria, elle vivait à Badagry, vers le Nigeria avec ses 2 parents. Elle a été placée chez son demi-frère au quartier Seinve à Ekpe. Après le décès de son père, elle a fugué plusieurs fois à cause des maltraitances de la part de ses tuteurs. Blandine Fumilayo, elle a été placée par son père auprès d'un ménage au Nigeria. Sa mère vit à Cotonou, mais elle ne connaît pas le quartier de résidence. Nous exhortons la population ou toute personne ayant reconnu l'une des filles à nous contacter au numéro suivant 21 04 54 29 66 75 98 77 96 15 41 13 et au 96 00 39 88. Ou l'intéressé peut se rapprocher du foyer Laura Vicuña situé au quartier Zogbo, en face de la pharmacie Zogbo. Et puisque nous parlons de violences faites aux femmes et aux filles, ajoutons que les mutilations génitales féminines continuent de polariser les attentions. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée internationale de lutte contre ces pratiques. Au Bénin, 7% de la population féminine est frappée par ce phénomène. Voilà pourquoi nous vous proposons de revisiter quelques aspects du phénomène sous la plume de Loris Rouno. Les gens comme ça, là, et ils ne sont pas vite satisfaits. La jouissance d'une femme excisée est différente de celle qui n'est pas excisée. Au Bénin, encore aujourd'hui, 17 femmes sur 100 âgées de 15 à 45 ans sont mutilées par an, selon le rapport EDS. Il y a 3 ans, dans le Borgou, un cas à Bembereke comme ça, où la petite fille est passée de vie à trépas parce qu'il y a une hémorragie qu'on n'a pas pu maîtriser. La mutilation génitale féminine, c'est un ensemble de pratiques qui aboutissent à l'ablation en partie ou en totalité des organes génitaux externes de la petite fille, donc de la fillette, de la fille ou même de la femme. Et je dois préciser que c'est des actes, des interventions qui sont réalisées non pas dans une démarche de soins, mais il s'agit bien de mutilations réalisées pour des raisons autres que médicales. Des pratiques dont l'ampleur varie d'une ethnie à l'autre, surtout au centre et au nord du Bénin. À l'origine de ces pratiques, des rites et une vieille mentalité qui estime que la mutilation assagit les élans sexuels de la femme. Mais la vraie raison, il ne faut pas se voiler la face, c'est des raisons sexuelles qui sont cachées derrière tout ça. Parce qu'il s'agit en réalité de diminuer ou en tout cas d'atténuer le désir sexuel, le plaisir sexuel de la femme. Mais des femmes aujourd'hui qui se sentent peut-être marginalisées par rapport à certains rituels demandent à se faire exciser. De jeunes dames ayant fait plusieurs enfants, ils vont se faire exciser. Et ils optent même l'approche quitter le territoire béninois, aller à la frontière, le premier village, se faire exciser et revenir à la maison. Vous avez les mauvaises cicatrisations qui vont conduire après à des difficultés à faire le rapport sexuel, donc ce que l'on appelle la dyspareunie. C'est également les troubles des règles. Elles vont faire des règles très douloureuses parce qu'elles n'arrivent pas à évacuer les règles par mauvaise cicatrisation. Le petit tuyau par lequel les urines sont évacuées chez la femme peut être atteint et endommagé. Et plus tard, qu'est-ce qu'elle va développer? Elle va développer rapidement ce qu'on appelle l'incontinence urinaire. Pour inverser cette fâcheuse tradition, ONG et gouvernement s'emploient à travers sensibilisation, prise en charge et répression. Depuis 2003, le Bénin s'est engagé dans cette lutte. Il y a eu la loi 2003-03 du 4 mars qui réprimande cette pratique au Bénin. Et sur cette base, les acteurs, les auteurs, les complices sont punis par la loi. En attendant de conjurer les mutilations génitales féminines, chaque année, une journée est consacrée au fléau pour réveiller les consciences. Pour terminer ce journal, allons à la rencontre d'une catégorie de travailleurs de l'informel. Ils sont bien connus des utilisateurs des engins à 2 roues. On les appelle communément des gardes-vélos. Loris Kouno nous conduit dans les coulisses de cette activité précaire à haut risque.
Achille Tossou est marié et père de 5 enfants. Tantôt assis, tantôt debout sous ce soleil pour accueillir un client. Il est le gérant de l'un des nombreux parcs moto payants, justant le port autonome de Cotonou. Comme Achille, il se compte par centaines les jeunes béninois qui ont investi ce secteur pour échapper au chômage. Nous sommes au tribunal ici, tout juste pour les clients qui viennent au tribunal, pour ceux des parents des détenus. Nous sommes là pour prendre les motos à notre disposition pour la sécurité des motos. Métier de la débrouillardise, l'activité de garde-vélo n'impose aucune formalité après l'obtention d'une autorisation d'installation de la mairie de Cotonou. Pour s'installer en tant que garde-vélo, vous rédigez d'abord une demande, toujours adressée à monsieur le maire. Alors, lorsque la demande arrive, elle est affectée à un comité qui est également mis en place par arrêté pour connaître donc des dossiers de demande d'autorisation. Le comité se réunit et essaie d'étudier le cadre d'installation et dès que les conditions sont réunies, on vous appelle et on vous fait payer un droit d'autorisation. Et donc le droit d'autorisation qu'on vous fait payer vous donne l'aptitude, vous donne la possibilité maintenant de vous installer pour votre activité. Une fois cette autorisation-là accordée et que le paiement est fait, on se déplace avec vous pour voir maintenant l'occupation que vous voulez faire sur le terrain de façon concrète. Donc par rapport à la dimension, à la superficie que vous occupez, on vous fixe maintenant la taxe, la redevance qui se paye, et puis cette redevance maintenant elle est annuelle, elle correspond, elle est proportionnelle à la superficie occupée. Le matériel de travail est souvent constitué d'un écritoire, généralement la craie et des cartons numérotés ou des tickets pour les mieux organiser. Bon, au fait, si c'est bon, 30 000, 50 s'il y a beaucoup, des fois 25 par jour. Non, à peu près, tu peux trouver 6 000, 7 000, ou soit 8 000. Et tu vas payer ceux qui ont travaillé avec toi. Véritable source de revenus pour ceux qui s'y adonnent, ce métier d'utilité publique n'est pas sans risque. Les gens viennent avec des techniques de vol. Si tu n'es pas vigilant avec ces techniques-là, on peut te voler l'engin. Les cas de vol de moto, c'est le cas de vélo qui rembourse. Outre les cas de vol, il y a lieu de signaler aussi certains cas de dommages causés sur les motos confiées. Aux environs de 15 heures, j'ai garé ma moto à leur niveau. Maintenant, à mon retour j'ai constaté que la moto est tombée. Donc, mon embrayage est cassé. Donc, je les ai appelés et je les ai posé des questions. Il y a un jeune homme qui m'a dit directement de venir voir le patron, que c'est le patron ici. Donc, je suis venu voir celui-ci. Il me dit, bon, qu'il a aussi un patron. Ce dernier, il vient de me dire que lui n'en sait rien. Que normalement, ma moto était comme ça avant que je le gare. C'est ça qui m'a beaucoup énervé. Des situations conflictuelles naissent alors entre les gardiens de moto et leurs clients et finissent bien souvent devant un officier de police judiciaire. Quand un client confie la garde de son engin à un garde vélo, et au retour, on lui notifie que l'engin est perdu, c'est-à-dire la moto est perdue. Donc déjà, il a une infraction à la loi pénale qui a été commise. Généralement, quand ça se passe comme ça, les deux parties sont envoyées devant le parquet. Et c'est le parquet qui tranche. Et si le type a pris des engagements, et le type a vraiment, on voit qu'il présente une garantie de représentativité, là, le parquet peut dire, bon, gérez le dossier à votre niveau et rendez-nous compte. Enfin, on lui fait prendre un engagement. C'est peut-être dans 2 semaines qu'il va payer la moto, et incident clos. Que ce soit dans un espace délimité, ouvert, couvert ou non, le mode de fonctionnement est identique. 50 francs, 100 francs ou parfois même 200 francs CFA. Chacun organise à sa manière l'activité et fixe le tarif selon son bon vouloir. Tous les jours, on paye 100 francs. Si on t'a commandé quelque chose, tu sors, tu reviens, tu payes encore 100 francs. Si tu sors 3 fois, tu payes 300. C'est comme ça. Toutefois,
Les acteurs de cette filière sont convaincus de l'importance de la mise sur pied d'une structure faîtière pour mieux organiser le secteur. Et bientôt, au niveau de la plage de Fidiocé, nous nourrissons des ambitions de mieux organiser cette filière. Je peux rassurer les uns et les autres de ce que dans les jours et les mois à venir, cette activité au niveau du 12e arrondissement sera davantage renforcée, structurée, organisée pour le bien-être de nos administrés. Vivement donc qu'un nouveau soleil se lève sur ce secteur qui pourrait juguler l'épineux problème du chômage à l'instar des sociétés privées de sécurité. Il n'y a pas de sous-métier. Eh bien, ici se referme votre journal. Votre fidélité nous oblige.